Bonjour à tous. En cette 25e commémoration de l'assassinat d'Yitzhak Rabin, nous avons l'occasion d'évoquer cet événement et cet assassinat avec notre ami Michel Kishka, qui est dessinateur de presse en Israël et également professeur à l'Académie Betzalel. Michel Kishka, bonjour. Bonjour Nicolas. Michel, ce jeudi 29 octobre, date israélienne 11 Rejvan, as-tu commémoré les 25 ans de l'assassinat d'Yitzhak Rabin et pourquoi? Écoute, d'abord, tu sais, on se tutoie. Oui, Oui, je commémore chaque année, mais je commémore chaque année à ma manière. D'abord, j'essaye chaque année de faire un dessin pertinent. Soit j'utilise un dessin d'archives, soit je crée un nouveau dessin. Cette année, la commémoration, à cause des restrictions dues à la pandémie du corona, elles ont eu lieu place Rabin, qui s'appelle place Rabin depuis l'assassinat, avec des bougies. Il y a eu 25 000 bougies que les gens ont été invités à venir allumer, espacées les unes des autres. Bon, moi je suis à Jérusalem, pas à Tel Aviv, je ne l'ai pas fait. J'y étais de tout cœur. Moi j'ai une bougie pour Rabin 365 jours par an dans mon cœur. Et j'ai fait un dessin, tu vois, j'ai fait un dessin euh, euh, que j'ai réalisé pour Regard, que je t'ai envoyé, en me disant que ce que je voulais dire par là, par ce dessin-là, c'est que c'est tu probablement... permets un instant, je vais Oui, je t'en prie. le Vas-y. montrer si c'est possible à Voilà, la recule un petit caméra. peu, qu'on le voit en entier. Voilà, j'ai dessiné la cellule imaginaire de Yigal Amir, dont je n'ai pas écrit le nom parce que je me refuse de prononcer son nom depuis l'assassinat. Je ne veux pas dire son nom, puisque dans les médias, une mauvaise ou une bonne publicité, c'est encore une publicité, c'est encore le mettre en avant. Donc je ne dis plus son nom depuis. Et donc j'ai dessiné sa cellule avec les murs marqués du nombre de jours qu'il a déjà passé là, un gâteau avec des bougies et un revolver. Et, euh, en fait, c'est la fête pour lui. C'est la fête. C'est la fête parce que c'est l'assassinat politique un des plus réussis de l'histoire. C'est vraiment une personne qui, avec un revolver et 3 balles, a changé le cours de l'histoire d'Israël et du Moyen-Orient et des Israéliens. Et étant donné que 25 ans, c'est une date importante, c'est un quart de siècle, étant donné qu'en Israël, la majorité de la population n'était pas née à ce moment-là, où ils avaient entre 5 et 10 ans, s'ils ont aujourd'hui entre 30 et 35 ans, ils ne connaissent pas, ils ne savent pas quel a été le climat dans ce pays, ils ne savent pas pourquoi et de quelle manière il a été assassiné, d'un côté, d'un autre côté. Et ça, c'est une chose qui, moi, m'a énormément bouleversé et peiné, mais d'une façon très profonde. Il y a eu des émissions, les diverses chaînes israéliennes à la télévision qui essaient de recontextualiser justement pour l'auditoire, ceux qui ont la mémoire courte ou ceux qui n'ont pas cette mémoire. Et en fait, un des anciens gardes du corps de cette nuit-là, qui n'a pas réussi sa tâche, est devenu professeur d'éducation civique dans les écoles, dans les lycées ou dans les collèges israéliens, parce qu'en fait, il a trouvé, bon, il a été complètement perturbé, bouleversé par son propre échec, d'un côté, par l'assassinat de Rabin, qu'il aimait beaucoup personnellement, par ce qui se passe en Israël, et aussi par le fait que la manière dont l'histoire de cette période est écrite dans les livres d'histoire sur lesquels sont éduqués les enfants d'aujourd'hui, elle est tellement partielle, elle est tellement tronquée, elle est tellement biaisée. Il dit qu'il y a 12 lignes. Et dans ces 12 lignes, on ne parle pas de toute cette incitation à la haine et à la violence qui a été fomentée en amont. On ne parle pas véritablement des circonstances. On ne nomme pas le terroriste, l'assassin comme un terroriste. C'est un terroriste juif. C'est un terroriste quand même. Donc il est tellement, il s'est mis comme mission de raconter l'histoire telle qu'elle a été et pas de la manière dont les divers ministères de l'éducation d'Israël depuis aiment la réécrire. Mais justement, Michel, est-ce que tu es en train de m'expliquer que cet événement traumatique à l'époque, comme tu l'as dit, qui a changé le cours de l'histoire, 25 ans après, a perdu sa signification, sa forte symbolique? C'est bien ce qui signifie aussi qu'Israël a changé à ce point depuis 95? Je pense que je peux donner un oui avec quelques réserves à ta Oui. question. Oui, oui, Israël a beaucoup changé. Euh,
Et ce qui se passe, si tu veux, c'est que pour des raisons évidemment de dialectique politique, et puis c'est aussi l'art de Bibi Netanyahou, il n'est pas le seul responsable de la situation aujourd'hui, mais on présente Rabin, d'accord, aujourd'hui, quand on en parle, comme une espèce d'extrême gauche radicale qui était prêt à donner Israël aux Palestiniens pour un compromis. Or, Rabin, c'était ce qu'on appelle un bitroniste, c'est-à-dire quelqu'un pour qui la sécurité du pays passait avant tout. C'était pas un homme de gauche au sens, allez, romantique, C'est ça. d'accord. C'était un homme terriblement pragmatique, et ce qu'il est parvenu à faire jusqu'à son assassinat, c'était pas par amour d'Arafat, c'était une préoccupation dans l'avenir du pays. Il détestait Arafat, d'accord, mais il avait compris qu'on peut faire la paix qu'avec ses ennemis, et il n'a pas été suivi par tout le monde. Donc c'est vrai que il y a eu pendant des années des débats sur la commémoration en Israël, parce que quelque part la droite, et en tout cas les porteurs de kippa dont était l'assassin, n'étaient pas présents dans ces manifestations. Et donc, si tu veux, quelque part, ça a été pris comme une manifestation qui était seulement politique et pas civile, et qui était que de la gauche et pas de tout Israël. Donc, ils ont beaucoup réfléchi chaque année, et la famille de Rabin elle-même, et les gouvernements eux-mêmes, et les organisateurs de ces manifestations, pour trouver des formats, et puis finalement, ça se délite un peu, ça part un peu, et on voit bien, 25 ans, c'est une génération, bon, grosso modo, peut-être un peu plus déjà aujourd'hui. Aujourd'hui, une génération, c'est de iPhone 9 à iPhone 10, hein, c'est 2 ans. Mais avant, c'était 20 ans, 25 ans. Euh, les choses se délitent, les choses s'estompent, et c'est important de pouvoir les rappeler, mais surtout d'en tirer les leçons. Alors, toi, tu es beaucoup mieux placé que moi. Tu as aussi un fond historien en toi. On n'apprend jamais les leçons de l'histoire, on le sait tous. Et la seule manière de pouvoir construire un peu l'avenir, vu que l'histoire, on ne peut ni la réécrire, on peut essayer, ni la réparer en arrière, c'est de construire mieux l'avenir avec une meilleure éducation, avec une meilleure information. Et aujourd'hui, le problème, c'est que l'information n'est plus l'apanage de journalistes et de médias professionnels. L'information, aujourd'hui, c'est chaque Twitter. Chaque Twitter avec son téléphone dans sa poche, et puis voilà, on est un peu perdu, et c'est important d'essayer de recontextualiser les choses, et aussi de ne pas nécessairement accuser Bibi Netanyahou directement de l'assassinat de Rabin, mais c'est vrai que quand on regarde les images d'époque, chose qui a été montrée à la télévision israélienne, les appels, les incitations à la haine, la mobilisation de rabbins d'extrême droite qui appelaient à sa liquidation avec des versets de la Bible pour le justifier, de la Torah pour le justifier. Donc il y a eu un climat incroyable, d'une violence très forte, et si tu veux savoir ce qui, moi, aujourd'hui, mais terriblement, je ne veux même pas dire me peine, ça me révolte, c'est que à la commémoration qu'il y a eu à la Knesset, Netanyahou s'est plaint d'être sujet à des menaces de mort, lui et sa famille. Donc il se compare à Rabin. Il fait le parallèle, comme il fait toujours le parallèle entre la violence de droite et la violence de gauche, mais il n'y a pas eu de Baruch Goldstein à gauche. Il n'y a pas eu d'Yigal Amir à gauche. Il n'y a pas eu d'assassinat politique à gauche. Il n'y a pas une telle haine à gauche. Donc il faut, et puis de toute façon, la gauche, ça ne veut plus rien dire en Israël. Disons, il y a le camp des gens saints d'esprit et les messianiques. Voilà, c'est grosso modo comme ça. Voilà. Michel, pour terminer, quand tu dis qu'il a évidemment réussi son coup politique et qu'il a bien choisi sa cible, est-ce qu'il a également tué tout espoir de paix? Je suis obligé de croire que non. Je suis obligé de croire que non. On ne peut pas vivre sans espoir. Et comme on a pu le lire, si on ne peut pas véritablement tirer des leçons de l'histoire, on peut quand même apprendre des choses de l'histoire. Et ce qu'on peut apprendre dans l'histoire, par exemple, parlons de la réconciliation germano-française après la Seconde Guerre mondiale. Il a fallu 2 hommes, d'accord? Adenauer d'un côté, d'accord, et De Gaulle de l'autre, c'était De Gaulle à l'époque. Il a fallu des hommes, appelons-les peut-être de la providence, ou en tout cas des hommes d'État qui avaient une vision d'hommes d'État, pas des politicards, ni des politiciens. Et on voit des choses comme ça un peu partout, et je pense que Begin en son temps, face à Sadat à l'Égypte, a été un homme comme ça. Je pense que Rabin l'a été face à Arafat. Et voilà, pour le moment, on n'a pas cet homme-là, les Palestiniens n'ont pas cet homme-là. Un jour, il arrivera.
Et si c'est pas demain, ce sera après-demain. Voilà. Donc, moi, j'essaye de me mettre dans cette espèce de vision, si tu veux. Je ne pourrais pas dire cette logique, parce que c'est pas logique. C'est une vision qui permet quand même de vivre. J'ai des enfants qui sont nés ici, j'ai des petits-enfants, j'espère en avoir encore, et j'aimerais leur promettre un avenir qui ne sera pas fait de guerre et qui ne sera pas fait de conflits interminables. Donc, il faut bien, et donc chacun peut œuvrer à sa façon. Tu écris, je décide, on fait le maximum qu'on peut, mais on ne reste pas assis les bras croisés en attendant que les choses se passent. Je te remercie, Michel, et à la prochaine fois. À la prochaine fois.